Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture. Le président du Faso promet un avenir plus radieux pour cette biennale dont le palmarès 2018 est à suivre dans quelques instants. Dans quelle situation se trouvent les 4200 professeurs des lycées et collèges recrutés par le gouvernement en 2016 ? La question était au centre de la plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Elle était plutôt portée sur le secteur de l'éducation. Et puis l'administration publique se dote d'un guichet virtuel unique. La plateforme dévoilée à Pau dans le Naouri centralise l'ensemble des services mis à la disposition des usagers. Il s'agit surtout de rationaliser les ressources humaines. Et puis le ministère en charge de l'environnement lui pleure ses compétences. Les 2 agents des eaux et forêts tués le 26 mars dernier par des hommes armés ont été inhumés. C'était ce vendredi à Bobo-Dioulasso. Bienvenue à tous. Le président du Faso juge lui-même l'état d'exécution de certains chantiers à Bobo-Dioulasso. Il s'agit des travaux entrepris pour améliorer la voirie dans la ville de Sia. Une visite de terrain qui n'est pas passée inaperçue, nous racontent Bilidou Bazongo et Karim Sissé. Le président du Faso accueilli en grande pompe sur l'avenue Philippe Zena Kaboré de Bobo-Dioulasso. Rochma Christian Kaboré est venu constater de visu l'état d'avancement des travaux de réfection de voirie dans la cité de Sia. Sur les 15 km, 754 abitumés, 98% des travaux ont déjà été exécutés. Les travaux, ça se déroule normalement, il n'y a pas de problème. La date de départ a été donnée le 13 novembre. Actuellement, nous sommes en avance sur le délai même, côté exécution. Bon, actuellement, on a fait le déflaçage, on a traité les points tâtants. Donc actuellement, c'est la mise en œuvre du béton bituminé qu'on est en train de faire pour terminer le projet, quoi. De l'avenue Philippe Zena Kaboré, le cap est mis sur la voie de l'INSA. Là aussi, la population a rendu un vibrant hommage au président du Faso. Après des explications sur le chantier, Rochma Christian Kaboré a parcouru toute la voirie pour s'assurer de l'état d'avancement. Dans l'ensemble, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. On peut dire que les travaux sont quasiment terminés et je me félicite de cette célérité dans l'exécution de cette mission qui fait qu'aujourd'hui, à Bobo, les populations sont tout à fait satisfaites des travaux qui ont été faits. Elles souhaitent par ailleurs qu'on puisse faire plus pour améliorer la qualité de la circulation au niveau de Bobo. Au niveau de l'INSAT également, je suis venu rendre cette visite parce que lorsque j'étais venu, c'était parmi les préoccupations que les étudiants avaient posées en son temps et j'avais pris l'engagement que cette route sera bitumée. Pour le président du Faso, l'État va toujours œuvrer pour le désenclavement des villes et des régions. C'est à ce prix que le développement du pays pourra réellement prendre son envol, a-t-il ajouté. C'est donc fini pour la SNC 2018 ce vendredi soir à la Maison de la Culture, Monseigneur Anselme Titia Massanon. La cérémonie de clôture a été couplée à la nuit dédiée aux partenaires et aux lauréats. Cette édition qui s'achève a mis au devant de la scène les potentialités nationales avec en toile de fond la sauvegarde des valeurs culturelles. On fait le point avec Mathias Rabo, Amado Ilboudo et Aruna Maré. Un chef d'orchestre Rochma Christian Kaboré fait retentir ce balafon. La mélodie met ainsi fin à cette 19e édition de la SNC. Une semaine du donner et de recevoir sur les expressions culturelles et artistiques de Burkina Faso, mais pas seulement. Art du spectacle. Tout ce que vous pouvez faire à quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, ce n'est même pas lui faire la guerre, mais vivre avec un sourire. Mode sont autant de créations et de créativité du monde des arts présentées au chef de l'État à ce bouquet final. Je repars avec un sentiment de satisfaction. Beaucoup de créativité, beaucoup d'engagement de nos acteurs et je dois pouvoir dire une adaptation par rapport aux réalités de la situation nationale. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier
l'ensemble de tous ces acteurs, toutes ces actrices qui ont contribué à faire de cette 19e édition un véritable succès. Au tableau du bilan, la SNC 2018, ce sont plus de 1200 compétiteurs. Les partenaires, eux, réitèrent leur engagement aux côtés de l'État. Le ministre en charge de la culture se félicite de la mobilisation des différents acteurs pour la tenue de l'événement. Il donne rendez-vous du 21 au 28 mars 2020 pour la 20e édition de la SNC. 7 jours intenses où le maître mot était la culture. Bobo Dioulasso et les artistes ont désormais le regard tourné vers cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Et justement, quel bilan font les festivaliers de l'édition qui s'achève? Quelques-uns se prononcent, suivez plutôt. La SNC est devenue donc le rendez-vous du donner et du recevoir pour faire en sorte que l'identité burkinabé soit affirmée d'une façon claire et nette et que ce soit une occasion également pour les jeunes générations d'avoir un repère. Je retiens que le Burkina Faso est un modèle vraiment en termes d'industrie culturelle. C'est vraiment un pays modèle pour l'Afrique qui fait la fierté du continent. J'avais été à l'édition 2016 et je trouve que les choses vont vraiment toujours de l'avant. Toute cette jeunesse, toute cette relève qui a eu à s'exprimer sur scène, franchement, c'est un pays qui prépare la relève. C'est une satisfaction. En tout cas, moi, je suis satisfait. C'est une maturité aussi. Quand vous regardez l'ensemble des artistes, on sent qu'il y a une amélioration. Même les pas de danse sont beaucoup améliorés. Et puis, la culture, c'est vraiment notre force naturelle qu'on a. Donc, je pense que c'est le seul terrain sur lequel on ne peut pas nous battre. Nous manifestons nos joies, nos tristesses, toutes nos humeurs dans notre culture. La culture, c'est notre repère, c'est notre boussole, c'est notre équilibre. Je pense que tout s'est bien passé dans les meilleures dispositions que nous avons souhaitées. Alors, très peu de difficultés, mais beaucoup de satisfaction sur l'ensemble des activités programmées, sur l'ensemble des espaces programmés, et que ce soit la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de clôture, nous avons en tout cas trouvé une très grande satisfaction. Des propos recueillis par Amadou Ilboudo et Aruna Maré. Vous avez pu suivre la proclamation des lauréats de cette 19e SSC en direct sur la télévision du Burkina. Au-delà des meilleurs, l'effort de chaque troupe régionale a été salué. Revivons cette nuit des récompenses avec Yacouba Gamene et Maxime Zongo. Contrairement aux autres éditions où le suspense était total à l'approche de l'annonce des résultats, cette année, une bonne partie des lauréats étaient déjà connus. À la faveur des innovations introduites, toutes les troupes des régions dans les disciplines d'expression culturelle traditionnelle sont d'office lauréats. Danse traditionnelle pour les jeunes, musique traditionnelle instrumentale, chœur populaire, vedette de la chanson, les prix varient de 600 000 à 500 000 francs CFA. Des résultats proclamés hier soir, le Moun s'impose en lutte traditionnelle avec notamment Éloi Zerbo, vainqueur chez les plus de 85 kg. Au tir à l'arc, le Sud-Ouest survole la compétition en occupant les premières places dans toutes les catégories. Pour ce qui est de l'art culinaire, Mamounata Cabré du Kolpelego en plat léger et Fatimata Kouraogo du Poni en plat lourd enlève les premiers prix. En littérature, Alexis Yamego avec son roman « Moi, le fils de la folle », Wenceslas Kombari qui a compéti avec sa nouvelle L'agression originelle, Joseph Sanou, par-delà les dunes, arrache les premiers prix d'une valeur de 500 000 francs CFA. Ibrahim Traoré en sculpture, André Sanou en peinture et Samuel Ouedraogo en batik sont les vainqueurs en art plastique. Ils reçoivent chacun 500 000 francs CFA également. Au G pénal sous catégorie expression culturelle moderne d'inspiration traditionnelle, le ballet, le slam, l'orchestre et la création chorégraphique étaient en compétition. À ce niveau, Zoukana Création des hauts bassins en ballet
Nathanaël Minungu du Gourmand en slam, Dougli également de l'Est en orchestre et enfin Centre Guiré du Kadiogo en création chorégraphique sont les grands vainqueurs de cette 19e édition. Ils s'en sortent avec 1 million de francs CFA chacun. Outre donc ces récompenses officielles, 11 prix spéciaux ont été servis aux lauréats qui se sont distingués par leur spécificité. Alors, que deviennent-ils après avoir reçu ces récompenses? Force est de reconnaître que certains anciens lauréats restent dans les oubliettes. Quelques photos et coupures de presse ravivent des fois le souvenir de leur sacre à la SNC. Témoignage dans ce reportage de Roger Cam et Moussa Sanon. La SNC fait des lauréats. Parmi ces lauréats, Mauredi Rahim Koutoumdi s'est trouvé de Louaga dans le BAM sacré en 2010 et depuis toujours présente aux phases finales de la SNC dans la catégorie chœur populaire. Il y a beaucoup qui a changé dans notre troupe. Bon, aujourd'hui, avec comme la SNC, nous venons participer pour valoriser notre culture. Autre groupe déjà sacré lauréat mais toujours présent également aux phases finales de la SNC, Marie Gaïeri dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle, mais aussi la troupe Ganta dans la Nyanya en musique traditionnelle instrumentale. On nous accompagne beaucoup. Des fois on nous amène ailleurs, comme l'année passée, on nous a amené en Côte d'Ivoire. Et puis encore on a fait tour du Faso aussi. Donc le gouvernement nous accompagne beaucoup. Au niveau des cérémonies comme ça, des grandes cérémonies, on nous invite là-bas. Des lauréats absents aujourd'hui de la phase finale de la SNC, on en trouve aussi. C'est le cas notamment de l'orchestre Tamaye, un orchestre fondé par cet homme, l'empereur Bissongo. La troupe Tamaye existe jusqu'à présent. La preuve, c'est cet orchestre qui est en train d'accompagner les différentes vedettes de la SNC. Il y a jusqu'à 5 vedettes que nous sommes en train d'accompagner. Donc c'est que l'orchestre existe toujours. Pour que la culture burkinabé puisse bien rayonner, les lauréats de la SNC invitent le gouvernement à les accompagner davantage, notamment à exiger des organisateurs de manifestations nationales ou internationales leur présence. Vous êtes plus d'un à la fredonner sans vraiment en connaître l'auteur. La chanson « Je vais à Bobo à la fête de la culture » fait partie de l'histoire de la SNC. Madou Kone, l'auteur de cette mélodie, profite d'une retraite paisible à Bobo Dioulasso. Pamadrogo, Jean Zongo et Amadou Lougué sont allés à sa rencontre. Où vas-tu, mon ami? Je me vais à Bobo à la fête de la culture. C'est le titre phare de tout son répertoire musical. Je vais à Bobo de Madou Kone, composé en 1990. C'est une chanson que j'ai composée carrément en Europe parce que j'étais en tournée et après mes heures de spectacle, j'ai commencé à écrire d'abord les paroles de la chanson. Quand j'ai fini d'écrire les paroles, j'ai cherché maintenant la mélodie. Près de 30 ans après sa sortie, cette mélodie occupe le premier rang des chansons qui galvanisent le mieux la semaine de la culture à Bobo Dioulasso. Je suis rentré d'Europe pour la SNC. J'ai pris tout juste ma guitare simple, plus un joueur de djembé, qui est mon joueur de djembé. Donc, j'ai dit accompagne-moi à la radiodiffusion pour aller enregistrer une chanson. On a répété juste quelques heures. Je lui ai donné les directives et il m'a accompagné à la radiodiffusion de Bobo. Je vais à Bobo, un succès musical qui tient toujours la route, mais pas seulement. L'autre titre à succès de Madou Kone est Burkina Faso. Sorti en 1986, il remporte le premier prix en musique traditionnelle et assure à son auteur les encouragements jusqu'au sommet de l'État. Cette chanson a été beaucoup prisée par le président Thomas Sankara qui, à chaque fois quand il passait à Bobo, me faisait venir au gouvernorat avec mon ensemble et pour que je joue cette chanson-là. Il pouvait l'écouter 2-3 fois, tellement il appréciait la chanson. 3 albums à son actif, plus de 40 ans dans la musique. Madou Kone, ancien employé de l'Office national des télécommunications,
profite depuis 2013 de sa retraite, mais toujours accroché à sa guitare. Les musiciens, les danseurs, les écrivains, les sculpteurs, les plasticiens, le carnaval des masques. Et voilà qui referme cette page consacrée à la Semaine nationale de la culture achevée hier à Bobo-Dioulasso. Dans la suite de cette édition, la suite du procès du putsch manqué de 2015. Après un mois de débat, c'est la fin de la phase préliminaire. Vendredi prochain, début des débats de fond. Reste à savoir si les avocats de la défense, notamment ceux des deux généraux, seront de la partie. Draman Guéné, Konsoun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiré. Après la lecture de l'arrêt de renvoi et la mise en accusation des 84 prévenus dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015, le président Sédou Ouedraogo procède à l'examen de certaines demandes de liberté provisoire. Si pour le soldat Abdou Compaoré, le tribunal promet rendre ultérieurement sa décision, Zerbo Mohamed Laoko, Roger Koussoubé et Amina Gelware voient les leurs rejetés car mal fondés en droit, selon Sédou Ouedraogo, qui mettent ainsi fin au débat sur les procédures dans cette affaire. Vu l'importance de ce dossier, tout ce à quoi vous avez assisté, il fallait s'y attendre. Nous ne sommes pas du tout surpris. C'était une étape nécessaire. L'étape nécessaire a été maintenant franchie. Avec la lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation qui vient de s'achever, les choses véritablement sérieuses vont commencer. Le vendredi 6 avril prochain s'ouvrent les débats au fond et pour l'heure, la stratégie adoptée par les avocats de la défense reste encore insondable. Après leur désertion de la salle d'audience jeudi dernier, aujourd'hui, c'est au tour de maître Alidou Ouedraogo et Issa Kazampalgré, constitués auprès de l'accusé Mamadou Traoré, de se déporter pour divergence avec leurs clients. Seuls 5 avocats dont maître Mamadou Keïta n'ont pas adopté la politique de la chaise vide. Chacun soulève ses arguments, expose ses moyens. Toujours est-il que le président est en train de donner les solutions au fur et à mesure qu'on avance. Et pour moi, aujourd'hui, ayant fini déjà, vous avez vu qu'il s'est prononcé sur des demandes de mise en liberté qui ont été déposées par des accusés sans avocat. Ça veut dire que jusqu'à présent, on est en train d'évoluer difficilement, mais vers la fin. Je me considère comme en mission en tant qu'avocat. Et jusqu'à présent, mon client ne m'a pas dit de me déporter. Le laisser en situation actuelle, alors qu'il ne m'a pas dit expressément de me déporter, je ne peux pas le faire. Et si les choses restent en l'état lors de la prochaine audience, des mesures pourraient être prises par le président Sédou Ouedraogo et des avocats commis d'office à certains accusés. Des accusés qui seront face à leur destin à partir du vendredi 6 avril prochain, selon un avocat de la défense. On parle à présent éducation. Le sujet était à l'ordre du jour de la plénière tenue hier à l'hémicycle. Les députés ont questionné le ministre en charge de l'éducation nationale sur le continuum, mais aussi sur les mesures nouvelles prises en 2016. Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebeogo pour le compte-rendu. C'était en mars 2016. Le gouvernement annonçait le recrutement de 4200 professeurs pour l'enseignement post-primaire et la formation technique et professionnelle. Plus d'un an après sa mise en œuvre effective, les députés demandent au ministre de l'Éducation nationale de faire le point sur la situation de ses agents. L'un des constats, c'est qu'il y a des déperditions. En fait, c'est un programme de pré-emploi, puisque la loi 081 de 2015 ne prévoit plus de statut de contractuel dans la fonction publique d'État. Et eux, c'est des contrats qu'ils signent avec le programme, un contrat de 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, le gouvernement s'engage à organiser un recrutement spécial pour pouvoir absorber ceux qui sont restés pendant 3 ans. Le continuum éducatif a également été débattu suite à une question orale sur le bilan partiel de sa mise en œuvre depuis 2013. Le continuum éducatif devrait se mettre en œuvre à partir de la rentrée académique 2013-2014. Et cet engagement consistait à construire 394 nouveaux CEG, mais les 2 premières classes par CEG, et faire en sorte que 2 ans après, les 2 dernières classes soient construites. Donc, ce qui n'a pas pu se faire, et donc aujourd'hui on assiste effectivement à la présence de CEG dans certains villages, dans certaines localités, dans des salles d'emprunt ou sous paillote, simplement pour certains. Et donc le gouvernement a travaillé de façon à ce que, à la date d'aujourd'hui,
Donc depuis la semaine dernière, tous les contrats ont été signés pour la construction justement des 2 premières classes de ces 394 CG. La création de collèges d'enseignement général sans personnel conséquent avec beaucoup de vacataires comme solution palliative, c'est l'une des préoccupations de la représentation nationale. Et le ministre de rassurer des mesures prises avec des vagues de recrutement annuelles pour réduire le système de vacation dans ces CEG. Les visites de terrain, c'est ce qu'ont privilégié les membres du réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Ils font le bilan des activités menées en 2017. Le point avec Moussa Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Sur le front de la lutte pour le triomphe des droits d'accès de tous les Burkinabés à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, la représentation nationale a livré plusieurs batailles en 2017. À travers son bras armé, le réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, REFA, l'Assemblée nationale est allée au plus près des populations de cette région du pays, s'imprégner des réalités qu'elles vivent et recueillir leurs préoccupations. La mission dans la région des Hauts-Bassins qui a permis aux députés membres du REFA de faire l'état des lieux de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans la région des Hauts-Bassins, région pluvieuse, avec un taux d'accès faible, soit 49,6% en 2016. La mission de vérification de l'opérationnalisation de la contribution financière d'eau. La CFE est une loi votée depuis 2009 dont l'application connaît de sérieux problèmes. Le REFA s'est donc intéressé à cette question par une mission sur le terrain où elle a pu se rendre compte de la mauvaise application de la loi sur la CFE et dont le gouvernement et les sociétés minières sont interpellés. Le Burkina, dans ses zones les plus précaires, accuse un retard criard en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. La situation n'est guère reluisante dans plusieurs écoles et centres de santé. Autant de défis pour lesquels le REFA a interpellé l'exécutif en 2017. Au niveau du CAC de Dori, nous avons vu un contraste. Un centre de santé où l'hygiène devrait être la règle. On a constaté que les services qui sont chargés faire en sorte qu'il y ait l'hygiène, tout est défaillant. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est d'amener le gouvernement en 2019, en tout cas de considérer les préoccupations des populations. Pour mener à bien ces missions, le REFA s'est doté d'un plan d'action quinquennal qui court de 2016 à 2020. Une feuille de route appuyée par des partenaires tels l'UNICEF, l'ONEA et l'ONG WaterAid. En 2017, par exemple, sa mise en œuvre s'est traduite, entre autres, par plusieurs sessions d'amélioration des connaissances des parlementaires sur les questions liées à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, ainsi qu'au budget. Au Premier ministère, le point a été fait sur l'appurement du passif foncier. La commission interministérielle chargée de sa gestion rend compte au chef du gouvernement. Elle propose surtout des décrets et mesures pour la restructuration des quartiers dits non lotis. Précision avec Konsun Koulibaly et Oumou Cissé. 115 000 dossiers traités en une année par le comité interministériel chargé de gérer l'appurement du passif foncier suite à l'enquête parlementaire sur le foncier urbain de 1995 à 2015. Et à cette rencontre avec le Premier ministre, l'heure est à l'adoption du rapport. Un rapport adopté avec à la clé 3 projets de décret. Un projet de décret sur la levée de la suspension des lotissements. C'est ce que nous avions dit. Nous attendions les conclusions de ce travail pour engager la deuxième phase, la suspension des lotissements. Un projet de décret également sur la réglementation de l'accès des promoteurs immobiliers aux fonciers, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et le dernier projet de décret qui a été proposé par la cellule et adopté au niveau de la commission, c'est un projet de décret pour résoudre tous les problèmes au niveau des lotissements que notre pays a connus de 1995 à 2015. Et dans ce rapport, la question des quartiers non lotis n'est pas occultée. Des mesures seront prises pour la restructuration de ces zones.
C'est un processus que nous disons que nous voulons participatif. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous asseoir au bureau, faire des plans et aller les appliquer. Nous allons rencontrer les populations. Nous allons discuter sur certains aspects. Ensuite, d'attribuer les parcelles par ordre de priorité, d'abord à ceux qui y résident, ceux qui sont affectés par le tracé des voies, et ce n'est qu'après que ceux qui n'y résident pas, qui ont fait la demande ou qui ont construit, j'allais dire, des petits bicoques, pourront partir au sort. Pour la réussite de ce processus, le ministère en charge de l'urbanisme prévoit l'informatisation du fichier et la réduction des dimensions des parcelles. Et pour ce qui est de la marche prévue le 5 avril par des OSC, le ministre Bonannée prévoit de les rencontrer. Et puis le PNUD présente son projet d'appui à la mise en œuvre du PN2S. Ce programme des Nations Unies met un point d'honneur sur le renforcement des capacités des acteurs en charge de la planification. Le projet a été lancé à Ouagadougou, son contenu avec Alidou Badini et Oumar Zombré. Un projet d'appui pour booster la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet va permettre de mieux outiller les acteurs afin d'atteindre les objectifs escomptés. Il a toujours été constaté que les capacités nationales existent pour formuler les politiques publiques, plans, politique nationale, stratégie, mais dans la mise en œuvre, cela pêchait. Et avec l'avènement du PNDS, une révolution s'opère, donc l'accent a été mis sur les résultats et sur le côté mise en œuvre. Et ce projet-là vient effectivement dans un domaine de renforcement des capacités au niveau des procédures, au niveau de la mobilisation des ressources. Et ce sont des aspects qui sont très critiques pour l'exécution du plan national de développement économique et social. À travers cet accompagnement, le PNUD affirme sa volonté d'appuyer le gouvernement à faire face aux défis liés à ce chantier de transformation structurelle annoncé par le plan national de développement économique et social. On a décidé d'accompagner à l'initiative du gouvernement ce projet, étant donné la centralité des thématiques qu'elle couvre pour la réussite de la mise en œuvre du PNDS. Cette initiative s'inscrit dans la contribution du PNUD à la composante 3 du projet concernant l'amélioration de la célérité, de la transparence et des respects des règles dans les processus et procédures de passation et exécution des marchés publics. L'administration publique plus accessible, réactive et plus intègre, le guichet virtuel unique en est une passerelle pour arriver à cet idéal. Il a été lancé à Pau, dans le Naouri. Ce guichet est en fait une plateforme utilisant Internet pour offrir en un seul clic tous les services de l'administration publique. Comment se présente-t-il? Réponse dans ce reportage de Rasmane Zoundi et Nyar Kiteda. Pau. La localité a offert le premier agent à l'administration publique burkinabé. Pour rendre hommage à la ville et à son fils, l'administration se déporte sur place pour lancer un nouvel outil de sa modernisation. Le guichet virtuel unique, le dernier né de la nouvelle vision de l'administration publique, avait comme enjeu la promotion d'une administration de meilleure qualité. Il s'agit à partir de cet outil pour le gouvernement de permettre aux usagers, c'est-à-dire les citoyens burkinabés, de disposer de plus de 600 informations à partir de la possibilité que nous offre Internet. Pour accéder au guichet virtuel unique, il suffit d'ouvrir un des navigateurs web et de saisir dans la barre d'adresse le lien www.guichetvirtuel.gov.bf. L'étape franchie, les services sont mis à la disposition des usagers par l'administration. Les 662 actes qui ont été recensés concernent toutes les administrations publiques. Donc c'est du ministère de la fonction publique. Si vous voulez des informations sur les concours, vous les trouvez sur ce site. Si vous voulez des informations sur la création des entreprises qui concernent le ministère de l'économie et le ministère du commerce, vous les trouvez. Mais si vous voulez également des informations relatives à l'élaboration des cartes d'identité, des casiers judiciaires, certificats de nationalité. Donc vous voyez que c'est un instrument de l'ensemble des ministères. Mais là, il faut compter sur la fluidité de l'Internet.
Conscient de cela, l'État burkinabé compte sur la mise sur pied du projet Backbone en fibre optique pour un accès rapide, fluide et à moins de coût de l'Internet. Nous restons à Pau où dans 12 mois, une maison d'arrêt et de correction ainsi qu'un tribunal de grande instance seront érigés. Les premières pierres de ces infrastructures ont été déposées ce vendredi. Les détails avec Rasmane Zoundi et Nyarki Teda. Dans 12 mois, va pousser sur cette superficie une maison d'arrêt et de correction pour le territoire de la province du Naouri. Ce futur établissement pénitentiaire, ici virtuellement présenté, va répondre aux normes selon les techniciens du suivi contrôle. Il le faut, a dit René Bagoro avant de mettre le projet en chantier. Car de l'avis du chef du département de la justice burkinabé, les maisons d'arrêt se veulent désormais un lieu d'éducation et de réinsertion. Si la maison d'arrêt et de correction est à la phase de démarrage, le tribunal de grande instance de Pau, par contre, est déjà en construction. Et pour le ministre, la réalisation de ces deux projets concourt à rapprocher la justice du justiciable. La construction de ce tribunal et de cette maison d'arrêt aura l'avantage de fournir sur place, sans beaucoup d'efforts, aux populations de Naouri la délivrance d'un certain nombre d'actes nécessaires, notamment les casiers judiciaires, les certificats de nationalité et d'autres actes. Mais lorsque malheureusement il viendra avoir des condamnations, parce que tant qu'on vit, on peut commettre des erreurs. Et donc, quand il viendrait avoir des condamnations ici, ça aurait l'avantage que ceux qui seront en détention resteront très proches de leur famille, ce qui ne va pas créer un desserrement des liens familiaux. À Pau, les services de justice sont beaucoup attendus et c'est à cœur joie que les populations accueillent le lancement des travaux. Le problème du Naouri a toujours été le tribunal de grande instance et une maison de correction pour Pau. Nous les avons aujourd'hui, nous bénissons par les personnes par qui c'est arrivé et nous disons toute notre joie au gouvernement de Roch Christian Marc Boré. La maison d'arrêt et de correction ainsi que le tribunal de grande instance de Pau vont coûter environ 2,5 milliards de francs CFA financés par le budget de l'État burkinabé. Plus de 400 femmes prennent part à des réflexions portées sur l'amélioration de la santé maternelle. L'initiative est du CERFI, le Centre d'études, de recherche et de formation islamique, qui tient la 6e édition de son séminaire dédié aux femmes. Les conclusions de ce séminaire intéressent les autorités politiques. C'est ce que nous disent Issa Kafando et Ismaël Diloma Sirima. Des femmes musulmanes en quête de solutions pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Elles sont près de 400 venues des 45 provinces du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Niger pour participer à cette réflexion. Les échanges portent principalement sur les questions de soins et d'hygiène de la mère pendant la grossesse, ainsi que les différents moyens pour protéger la famille des maladies chroniques. Mais aussi comment entretenir un enfant. Voilà, donc la consultation après les naissances, les fistules obstétricales, toutes les questions de santé liées à la femme et à l'enfant seront abordées au cours de ce séminaire-là. Pour mener à bien ces réflexions sur la santé maternelle et infantile, les femmes du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique sont accompagnées par des spécialistes en santé. L'épouse du président du Faso a promis de rapporter aux plus hautes autorités les résultats qui sortiront de ces travaux. Il y a très bientôt l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. C'est dire que ce séminaire vient à temps, que le moment est opportun et le gouvernement se tient vraiment disposé à examiner avec la plus grande attention les recommandations qui seront formulées à l'issue donc de ce séminaire. Mais avant, le ministre en charge de la femme a invité les femmes du CERFI à multiplier les sensibilisations pour une mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle. Ils s'appelaient Gérarienne et Karfa Dambélé. Les deux agents des eaux et forêts ont perdu la vie le 26 mars dernier à Sidéladougou. Leur mission a été prise à partie par des hommes armés. Hier, les forestiers ont été accompagnés à leur dernière demeure. L'émotion était vive au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Martin Zerbo et Siriki Milogo. L'émotion est vive. La tristesse s'élit sur tous les visages. Autorités, compagnons d'armes,
amis, parents et connaissances sont ici au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso pour accompagner Karfa Dambélé et Gérard Ien, précédemment tous forestiers en service à Sidera-Dougou, en leur dernière demeure. La nation burkinabé témoigne sa reconnaissance aux défunts. Ils reçoivent à titre posthume la médaille d'honneur des eaux et forêts. Il y a à peine un mois, on mettait en terre Yamogo Gilles. Aujourd'hui, c'est Karfa et Gérard. Le sentiment général, c'est un sentiment de compassion, de solidarité à la famille et au corps, et surtout rassurer l'ensemble des agents du ministère de la disponibilité du gouvernement depuis le dernier attentat à l'Est, que toutes les conditions sont en train d'être mises en œuvre pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sécurisées. Il a toujours été disponible à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu. Je retiens de lui un petit frère, car il était le plus jeune de notre promotion. Un petit frère qui se bat toujours, que la terre lui soit légère. Mortellement atteint le 26 mars au cours d'une mission de patrouille, Karfa Dambélé et Gérard Ien reposent désormais au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Ils laissent derrière eux des familles inconsolables et des collègues dans la tristesse. Actualité hors de chez nous, l'affaire Skripal se ressent sur les relations entre les États-Unis et la Russie. Selon l'ambassadeur russe aux États-Unis, ces relations sont tendues depuis cette affaire qui a éclaté au Royaume-Uni. Le diplomate pense qu'elle est utilisée comme prétexte par le pays de Donald Trump, qui a décidé d'expulser 60 diplomates russes de son territoire. Pour la première fois depuis le début de l'affaire Skripal, l'ambassadeur russe aux États-Unis s'exprime dans une interview accordée à nos confrères de NBC News. Anatoly Antonov justifie la décision de Moscou d'expulser à son tour des diplomates occidentaux. Si quelqu'un vous tape sur la joue, quelle sera votre réaction? Vous allez vouloir riposter, cela va de soi. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont dans un très mauvais état. Il me semble qu'il y a beaucoup de méfiance, oui, de méfiance entre nos deux pays. Dans cette interview, Anatoly Antonov soutient qu'il n'y a aucune preuve de l'implication du Kremlin derrière l'empoisonnement de l'ex-espion russe. Et il estime que cette affaire a servi de prétexte afin de mettre en péril les relations entre la Russie et les pays occidentaux. Il me semble que la tragédie de Londres n'a été que le déclencheur de nos mauvaises relations. Cette affaire a entraîné l'expulsion de nos diplomates et la fermeture de notre consulat général à Seattle. Et en passant, je suis venu avec ce document, et c'est une déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche concernant l'expulsion d'officiers du renseignement russe. Il y est mentionné que le consulat russe à Seattle a été fermé en raison de sa proximité avec l'une des bases sous-marines américaines et de Boeing. Quel est donc le lien avec la tragédie de Londres ? Suite à l'affaire Skripal, Washington a décidé d'expulser au total 60 diplomates russes pour, je cite, réduire la capacité de la Russie à espionner les Américains et à mener des opérations secrètes qui menacent la sécurité des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de Pâques aux fidèles chrétiens et bonne soirée sur la RTB.